Je m'appelle Miguel. Ce nom pourtant simple n'a plus vraiment de sens. Il est devenu une cicatrice, une ombre collée à ma peau. Il m'accompagne depuis 15 ans comme un rappel douloureux de ce que j'ai fait, de ce que je suis devenu. Certaines nuits, je me réveille encore trempé de sueur, le cœur battant, avec dans les narines cette odeur âcre de poudre et de sang. Ces odeurs-là ne disparaissent jamais, elles restent incrustées dans la mémoire comme un tatouage invisible. Si aujourd'hui j'ose parler, ce n'est pas par courage, c'est par fatigue. Fatigue de porter seul le poids de mes crimes, fatigue de garder enfermée une vérité qui me dévore de l'intérieur. J'ai été sicario-tueur à gages au service d'un homme qu'on appelait El Doctor. Son vrai nom, Eduardo Arellano Félix, l'un des cerveaux les plus froids du cartel de Tijuana. Je ne suis pas fier de l'avoir servi, mais je ne peux pas effacer le fait que j'ai tiré, exécuté, intimidé, détruit des vies pour lui. Tijuana, années 90. Une ville frontière où tout semblait possible, et tout était corrompu. D'un côté, les promesses du rêve américain brillaient au-delà des grillages et des miradors de San Diego. De l'autre, la misère rongeait les quartiers populaires, les maquiladoras, exploitant les jeunes pour quelques pesos, les familles entassées dans des maisons de fortune. Entre les deux, un gouffre, celui du narco. Les voitures blindées traversaient nos rues poussiéreuses comme des forteresses mobiles, exhibant un luxe que nous ne pouvions qu'imaginer. Et moi, je les regardais passer les poings serrés, la rage au ventre. C'est dans ce décor que ma vie a basculé. J'avais 19 ans, et je pensais que l'avenir n'était qu'une porte fermée à double tour. Jusqu'au soir, où l'un de mes voisins m'a conduit dans une maison de la Zona Rio. Là, j'ai vu pour la première fois cet homme en costume clair, un cigare cubain, aux lèvres, le regard perçant comme une lame. Ses frères Ramon et Benjamin inspiraient la peur par leur brutalité immédiate. Mais lui, Eduardo, inspirait quelque chose de plus dangereux, le respect. Il parlait doucement comme un professeur qui délivre une leçon fatale. Et quand il posait une question, personne n'osait respirer. Dans cette vie, Mijo, il n'y a que deux types d'hommes, ceux qui décident et ceux qui subissent. Dis-moi, lequel veux-tu être ? À 19 ans, je ne savais pas encore que cette phrase allait me poursuivre toute ma vie. Je ne savais pas que pour répondre à cette question, j'allais plonger dans une décennie d'ombre, de sang et de mensonges. J'allais devenir un soldat invisible, un pion dans la main d'un homme qui transformait la ville en un empire criminel. Mais derrière cette confession, il y a plus qu'un simple récit de violence. Il y a un secret que je n'ai jamais dit à personne. Parce que l'histoire du cartel de Tijuana que tout le monde croit connaître n'est qu'une façade. Moi, j'ai vu ce qu'il y avait derrière le rideau, les alliances, les trahisons, les visages de ceux qui tenaient réellement les ficelles. Et aujourd'hui, je vais le raconter. Pas pour me glorifier, mais pour me libérer. Je suis né dans un quartier que les autorités appelaient zone à risque, mais que nous appelions simplement ma maison. La Colonia Libertad Tijuana, un labyrinthe de rouelles poussiéreuses, de maisons de briques à moitié construites de câbles électriques pendus comme des toiles d'araignée au-dessus de nos têtes. Pour nous, les enfants, c'était un terrain de jeu dangereux, mais aussi le seul monde que nous connaissions. Ma mère s'appelait Teresa. Elle travaillait comme femme de ménage dans les quartiers riches de la ville, traversant chaque matin la frontière invisible entre deux univers. Elle partait à l'aube et revenait tard le soir, les mains abîmées par les produits chimiques, mais le regard encore lumineux quand elle me voyait. Elle répétait toujours « Miguel étudie, ne devient pas comme ces garçons de la esquina ». Mais ces mots se perdaient dans le vacarme des sirènes de police, dans les coups de feu lointains qui rythmaient nos nuits. Mon père lui avait disparu avant mes 10 ans. Certains disaient qu'il avait rejoint un autre foyer, d'autres qu'il avait été tué lors d'une altercation. Je n'ai jamais su la vérité. Ce vide paternel a laissé une fissure en moi, une blessure que je n'ai jamais refermée. Alors, j'ai reporté toute mon énergie sur la protection de ma mère et de mon petit frère Raoul. Raoul, il n'avait que 16 ans quand il a commencé à fréquenter les malandros du coin.
Les voir rire entourés de filles, exhibant de nouveaux vêtements, l'a attiré comme une flamme attire un papillon. Moi, je travaillais déjà dans un petit atelier mécanique. Je passais mes journées couverts de graisse, gagnant à peine assez pour acheter des tortillas et quelques haricots. Chaque soir, je rentrais épuisé, et sur le chemin, je voyais passer ces camionnettes blindées brillantes sous le soleil couchant. À l'intérieur, des hommes souriants, lunettes de soleil, chaînes en or. Ils semblaient appartenir à un autre monde, un monde où la misère n'existait pas. Je serrais les dents, me demandant pourquoi eux et pas nous. Les injustices s'accumulaient comme des pierres sur ma poitrine. À l'école, j'avais été un bon élève, mais personne ne s'intéressait à un fils de femme de ménage. Les opportunités étaient réservées aux enfants de politiciens, d'entrepreneurs, de policiers corrompus. Nous, on héritait seulement des miettes. J'ai appris très tôt que dans ma ville, la justice n'était pas une valeur mais une marchandise. On pouvait l'acheter, la vendre, la contourner. Je me souviens d'un soir précis. Raoul et moi étions assis sur le toit de notre maison, regardant les lumières de San Diego de l'autre côté de la frontière. Il m'a dit « Tu crois qu'un jour on vivra là-bas, Miguel ?» J'ai ri amer. Pour passer de ce côté, il faut plus que des rêves, Hermanito. Il faut de l'argent, du pouvoir. Je ne savais pas alors que cette phrase prononcée presque par hasard allait se transformer en prophétie. Un autre souvenir revient sans cesse, ma mère pleurant un dimanche soir, parce qu'elle n'avait pas assez pour payer l'électricité. Elle nous serrait contre elle en murmurant que tout irait bien. Mais je voyais ses mains trembler, je sentais son corps fragile sous son tablier. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai juré que plus jamais elle ne pleurerait pour une facture. J'ai juré que je trouverais un moyen quel qu'il soit pour sortir ma famille de ce trou. Je n'ai pas choisi de devenir criminel en un seul instant. Ça a été une accumulation, la pauvreté, l'absence d'avenir, la tentation du luxe que les narcos exhibaient sans honte. Chaque injustice était une brique qui m'a poussé vers ce mur. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a tendu la main pour m'ouvrir une porte. Derrière cette porte, il y avait l'argent, la reconnaissance et le sang. Aujourd'hui, en y repensant, je comprends que c'est là que ma route s'est dessinée. Pas le jour où j'ai appuyé sur la gâchette pour la première fois, mais bien dans ces années de misère où mes rêves se sont desséchés. C'est dans ce passé que le Sicario est né longtemps avant que je ne m'en rende compte. Tout a commencé une nuit de 1995. J'avais 19 ans, les poches vides, et le cœur rempli de rancune contre un monde qui ne m'avait rien donné. Mon ami Tchéco, plus âgé de 2 ans, travaillait déjà de l'autre côté, comme on disait à voix basse. Ce soir-là, il m'a proposé de l'accompagner dans une réunion spéciale. « Viens, Miguel, tu as une bonne main, tu sais viser. Peut-être que le destin veut t'offrir une chance. » Je ne savais pas encore que ce mot « chance » allait me coûter une décennie de vie. Nous avons traversé la zona Rio, ce quartier de Tijuana, qui semblait étranger à ma réalité. Les néons des hôtels de luxe brillaient. Les restaurants débordaient d'hommes en costume, comme si la violence n'existait pas à quelques rues de là. Tchéco m'a conduit jusqu'à une maison aux vitres teintées surveillée par 2 hommes armés. Ils nous ont laissés entrer sans un mot. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti l'air changer, l'odeur de cigares de whisky importés, et surtout ce silence lourd, plein d'autorité. Dans le salon, assis sur un fauteuil de cuir, se trouvait Eduardo Arellano Félix, El Doctor. Contrairement à l'image des narcos bruyants et arrogants, lui portait un costume parfaitement ajusté, une cravate sombre, et parlait d'une voix basse qui obligeait chacun à tendre l'oreille. Ses yeux d'un calme glacé semblaient capables de lire mes pensées les plus enfouies. À ses côtés se trouvaient 2 lieutenants, le regard fixe, la main posée sur leurs armes. Tchéco a pris la parole. J'ai fait « Voici Miguel ». Il s'est tiré. Il ne tremble pas. J'ai senti mon cœur cogner dans ma poitrine. Eduardo a tiré une bouffée de son cigare puis m'a fixé. « Tu as de la famille ?» J'ai répondu. « Ma mère et mon petit frère. »
Il a esquissé un sourire froid. Parfait. Alors tu sais ce que signifie protéger. Dans cette vie, il y a 2 types d'hommes, ceux qui décident et ceux qui subissent. Quel type veux-tu être? Ces mots ont résonné en moi comme une cloche de cathédrale. Toute ma jeunesse m'avait appris à subir. Subir la pauvreté, l'humiliation, la faim. Et voilà qu'un homme puissant m'offrait la possibilité de basculer du côté de ceux qui décident. Je n'ai pas su quoi répondre, mais mon silence suffisait. El Doctor m'avait déjà choisi. La réunion s'est poursuivie, avec des discussions que je comprenais à peine, route cargaison, nom de politicien. J'étais perdu mais fasciné. À un moment, Eduardo s'est approché de moi. Son parfum cher se mêlait à la fumée du cigare. Reste proche de Checo. Montre-moi que tu as la volonté. Puis il m'a tapoté l'épaule comme un professeur félicitant un élève. J'étais piégé même si je ne le savais pas encore. En sortant de cette maison, la nuit semblait différente. Les bruits de la ville avaient changé de couleur. Je n'étais plus un gamin sans avenir, je devenais un initié. Mon cœur battait vite entre excitation et peur. Je savais que je venais de franchir une porte invisible et qu'il n'y avait pas de retour. À partir de ce jour, je n'ai plus regardé les camionnettes blindées avec envie. J'ai commencé à rêver d'en conduire une. Je n'ai plus vu les billets comme un mirage, mais comme une promesse. Ce soir-là, le monde souterrain m'a ouvert ses bras, et moi j'ai accepté l'étreinte du monstre. La première mission n'était pas une mission, c'était un test. Une épreuve conçue pour effacer définitivement la frontière entre l'innocence et la complicité. Quelques semaines après cette fameuse réunion dans la maison de la Zona Rio Checo, m'a conduite en pleine nuit jusqu'à une résidence surveillée du quartier Cachot. Là, j'étais censé monter la garde 12 heures, une arme à la ceinture, et un seul ordre: alerte si quelque chose d'anormal, tirer si quelqu'un franchissait le seuil. C'était monotone, presque facile. Mais Eduardo Arellano Félix n'était pas un homme à qui l'on obéissait sans contrepartie. Il voulait mesurer la valeur de chacun de ses soldats. Une nuit sans prévenir, il est arrivé. Pas seuls 2 de ses lieutenants l'accompagnaient. Sa silhouette élégante se découpait dans la lumière des phares, son cigare traçait un halo de fumée dans l'obscurité. Il s'est approché de moi, a observé mon arme et a demandé calmement: « Tu as déjà tiré avec ça ?» Ma gorge s'est serrée. Seulement sur des bois de Jeff. Son sourire fin s'est élargi, mais il n'avait rien de rassurant. « Alors viens !» Nous avons contourné la maison pour arriver sur un terrain vague. Là, à genoux, un homme était attaché, le visage tuméfié, la bouche bâillonnée. Son regard affolé me transperça comme une lame. Eduardo me tendit mon arme. Ce type a volé. Il coupait la marchandise et gardait la différence. Tu sais ce qu'on fait avec les voleurs. Ma main tremblait. Le prisonnier gémissait à travers le ruban adhésif. J'aurais voulu tourner les talons, mais je sentais les yeux des lieutenants plantés dans mon dos. La voix d'El Doctor était douce, presque paternelle. « Si tu ne le fais pas, je le ferai. Et après je t'effacerai toi, pas par haine, par nécessité. » Chaque mot tombait comme une pierre dans mon ventre. Je levais l'arme, les doigts glacés, la vision brouillée par la sueur qui me coulait sur le front. Le monde entier semblait retenir son souffle. Je fermais les yeux et j'appuyais sur la gâchette. Le coup partit sec, brutal. Le silence qui suivit me sembla plus assourdissant encore. Quand j'ouvris les yeux, le corps était étendu immobile. Une mare sombre s'élargissait dans la poussière. Mes jambes flanchèrent, l'estomac se retourna. Cette nuit-là, de retour chez moi, je vomis jusqu'à sentir le feu dans ma gorge. Ma mère, inquiète, frappa à la porte de ma chambre. Je lui répondis que j'étais malade. Malade, oui, mais d'un poison dont on ne guérit pas. Le lendemain, Eduardo me serra l'épaule. « Maintenant, tu es des nôtres. » Sa voix résonne encore en moi comme un seau brûlant. Il n'avait pas besoin de menacer. Le rituel était accompli. J'avais franchi la ligne. Je n'étais plus un simple témoin du cartel, j'en étais un membre.
un frère lié par le sang versé. Ce moment reste gravé en moi comme le véritable point de non-retour. Chaque sicario a son baptême. Certains parlent d'un serment, d'autres d'une fête. Moi, ce fut un meurtre. Un meurtre qui a fait taire mes scrupules, qui m'a lié à une famille criminelle plus solidement que n'importe quelle chaîne. Quand je repense à cette nuit, je comprends que je n'ai pas seulement tué cet homme. J'ai tué la dernière version innocente de moi-même. À 19 ans, je n'étais plus Miguel fils de Teresa. J'étais devenu un soldat du cartel, façonné par les ordres d'El Doctor. Et à partir de ce jour, il n'y a plus eu de retour en arrière possible. Après ce baptême sanglant, il n'était plus question de douter. J'étais marqué, et chaque pas que je faisais m'enfonçait davantage dans l'engrenage. Mes premiers mois furent une succession de petits travaux, comme disaient les anciens, mais chacun me poussait à m'endurcir davantage. Ma première mission officielle consistait à collecter une dette auprès d'un commerçant de la Zona Centro, un homme qui vendait des pièces automobiles et qui avait cru malin de retarder ses paiements. Nous étions 3 ce soir-là. Checo me laissa frapper à la porte. Quand l'homme ouvrit ses yeux s'agrandirent en voyant l'arme que je tenais bien en évidence. Je n'ai pas eu besoin de tirer. Un simple coup de crosse sur la table, et il comprit. Je me souviens du bruit des billets, sortis à la hâte d'une boîte métallique cachée derrière le comptoir. Ce son devint vite familier, le bruissement de la peur transformée en argent. Mais la peur change aussi celui qui l'inspire. La première fois que j'ai pointé une arme sur quelqu'un, j'avais les mains moites. La 5e fois, mes doigts étaient secs fermes, presque impatients. Chaque mission était une leçon intimidée, un commerçant suivre un débiteur, surveiller une cargaison à la frontière. Peu à peu, je n'étais plus l'apprenti hésitant. Je devenais un exécutant sûr de lui. Puis vint ma première vraie exécution ordonnée par Eduardo lui-même. Un ancien chauffeur qui avait déserté et collaboré avec un groupe rival. On m'avait donné son adresse, ses habitudes. 3 nuits d'observation suffirent. La 4e, je l'attendis devant sa maison. Quand il sortit, je me suis approché. J'ai senti la sueur froide sur ma nuque. Il a eu à peine le temps de tourner la tête que ma balle lui traversait la poitrine. Je suis resté figé quelques secondes à regarder son corps s'effondrer dans la poussière. J'aurais pu fuir, mais non. Je suis resté, j'ai vérifié qu'il ne respirait plus, puis j'ai marché calmement vers la voiture qui m'attendait. Ce calme, ce détachement soudain m'a glacé. Je découvrais en moi une zone sombre que je n'avais jamais soupçonnée. Eduardo avait raison. La culpabilité est un luxe que les pauvres ne peuvent pas s'offrir. Je répétais ces mots comme une prière pour anesthésier ma conscience. Peu à peu, les missions se diversifièrent. Parfois, il fallait escorter un camion chargé de cocaïne jusqu'à une maison sûre. D'autres fois, il s'agissait de surveiller un juge, de photographier sa routine pour préparer un futur chantage. J'apprenais à me fondre dans l'ombre, à lire les signes, à anticiper les gestes des ennemis comme des alliés. Le cartel m'offrait une nouvelle éducation plus efficace que n'importe quelle école, une école de la violence méthodique. À la fin de ma première année, j'avais déjà 7 vies sur la conscience. 7 visages qui hantaient mes nuits, mais que je refoulais au matin. Pour mes supérieurs, je n'étais plus un simple soldat, j'étais devenu fiable, un homme qui ne tremble pas. Eduardo me convoquait parfois dans ses bureaux improvisés, suite d'hôtels ou restaurants luxueux. Il me parlait d'affaires comme s'il s'adressait à un associé. La violence est une langue, Miguel. Certains crient, d'autres savent parler doucement. Nous devons la parler avec précision. Chaque mot de lui me renforçait dans l'idée que je faisais partie de quelque chose de plus grand, de plus puissant qu'un simple gang. Je sentais la spirale m'avaler, et je ne résistais plus. J'y trouvais même une forme de fierté, moi, l'enfant pauvre de la Colonia Libertad. J'étais désormais un nom que l'on chuchotait dans la peur. En moins de 2 ans, ma vie avait changé de visage. Moi qui rentrais couvert de graisse d'un atelier mécanique, je conduisais désormais une camionnette dernier cri vitre teintée système sonore
hurlant de corridos dédiés au cartel. Les voisins qui m'avaient vu grandir me regardaient avec un mélange de crainte et d'envie. Dans la Colonia Libertà, j'étais passé du statut de gamin pauvre à celui d'homme qu'on respectait, ou plutôt qu'on craignait. Eduardo el Doctor avait vite remarqué ma discipline. Contrairement à d'autres sicarios, je ne buvais pas à l'excès, je ne me droguais pas, je ne parlais jamais plus que nécessaire. Ces qualités l'avaient convaincu de me confier davantage de responsabilités. « Miguel, à partir de maintenant, tu auras tes propres hommes », m'annonça-t-il un après-midi, installé dans une suite luxueuse de l'hôtel Lucerna. Sur la table, une bouteille de cognac français et des liasses de dollars soigneusement empilées. « 8 hommes ta cellule. Ils obéiront à tes ordres, mais n'oublie jamais tes ordres viennent de moi. » C'est ainsi que je suis devenu chef de ma propre équipe. 8 sicarios, prêts à tirer à la moindre de mes instructions. Je leur ai appris ce qu'El Doctor m'avait enseigné, observer, analyser, frapper vite et disparaître. Dans les rues de Tijuana, nous étions devenus une ombre collective silencieuse mais redoutée. Avec le pouvoir vinrent les privilèges. J'ai emménagé dans une maison moderne de la zona Rio Quartier, bien plus aisée que celui où j'avais grandi. J'ai offert à ma mère un foyer spacieux, à mon frère, un emploi dans une maquiladora grâce aux connexions du cartel. Officiellement, je réussissais dans l'import-export. Officieusement, chaque meuble, chaque voiture, chaque vêtement était taché de sang. Mais ma famille, aveuglée par le confort soudain, ne posait pas trop de questions. El Doctor me recevait de plus en plus souvent. Ses bureaux n'avaient rien à voir avec les repères sordides de ses frères. Lui opérait depuis des restaurants chics, des salles de conférence, avec vue sur la ville. Il m'a montré un jour un plan détaillé de Tijuana. En rouge, nos zones de contrôle aéroport-port maritime, route vers San Diego. En bleu, les zones disputées par le cartel du Golfo ou d'anciens clans locaux. « Regarde Miguel, » dit-il en traçant des cercles sur la carte. « Ici, on ne tire pas pour le plaisir. Chaque balle coûte moins qu'un juge, mais elle attire plus de bruit. Alors on choisit. Toujours. » Ces leçons étaient claires, la violence n'était qu'une facette, le véritable pouvoir venait de la corruption. Je l'ai vu acheter des policiers, des procureurs, des commandants fédéraux. Tous avaient un prix. Moins cher que nos balles, tu vois, m'avait-il glissé en riant doucement. La ville entière fonctionnait comme un organisme malade dont il contrôlait les veines et le cœur. Je baignais alors dans une ivresse de puissance. Les nuits dans les clubs, les femmes attirées par le parfum de l'argent, les billets lancés comme des confettis. Tout cela aurait dû me combler. Mais parfois, dans le silence de ma chambre, je me surprenais à revoir les visages de ceux que j'avais exécutés. Je me disais que je n'étais peut-être qu'un pion glorifié, un rouage dans une machine qui m'écraserait tôt ou tard. Pourtant, chaque matin, je reprenais ma place. Je n'étais plus seulement le fils d'une femme de ménage, j'étais devenu l'un des hommes de confiance du cerveau criminel le plus redouté de Tijuana. Et dans cette ville dévorée par la corruption, ce rôle valait plus que n'importe quelle couronne. À l'extérieur, le cartel de Tijuana apparaissait comme une force brute, des voitures blindées, des fusillades, des cadavres abandonnés dans les rues. Mais à l'intérieur, la réalité était bien plus complexe. C'était un monde régi par des règles invisibles, des rituels silencieux, une hiérarchie où chaque geste pouvait signifier loyauté ou trahison. La première règle était simple, le silence. On ne parlait jamais des affaires en dehors du cercle, même pas à sa propre famille. Chaque mot échappé pouvait coûter la vie pas seulement à soi, mais aussi à sa mère, son frère, sa femme. La seconde règle était encore plus stricte, l'obéissance absolue. Quand un ordre descendait de la bouche d'El Doctor, il n'était pas discuté, même si cela signifiait tirer sur un ami de toujours. Les punitions étaient exemplaires. J'ai vu des hommes disparaître pour avoir simplement posé une question de trop. J'ai assisté à une exécution interne, un sicario soupçonné de collaborer avec la DEA. Eduardo ne leva jamais la voix. Il fit un signe de tête, et 2 balles plus tard, l'homme gisait au sol. Les traîtres Miguel ne méritent pas de procès.
Ces mots résonnaient comme une sentence gravée dans la pierre. Pourtant, derrière cette rigueur mortelle, il y avait aussi des moments d'excès de faste presque irréels. Les fêtes organisées dans des villas de Rosarito semblaient sortir d'un film champagne coulant à flot, groupe de musique, table couverte de cocaïne. Les hommes riaient fort entourés de femmes séduites par le pouvoir, mais je voyais dans leurs yeux la même peur que dans les rues de Tijuana. Chacun savait qu'il pouvait être le prochain sur la liste, que le sourire d'aujourd'hui pouvait cacher la balle de demain. Moi, j'apprenais à jouer ce double jeu. Le jour, j'étais un homme d'affaires fréquentant des ingénieurs, des comptables, des architectes. La nuit, je devenais le chef d'une cellule armée, prête à torturer ou exécuter au moindre ordre. Mon téléphone sonnait à toute heure, une livraison à sécuriser, un fonctionnaire à intimider, un rival à surveiller. Je passais d'une réunion dans un restaurant chic de l'avenue Révolution à une cave humide où l'on attachait un informateur sur une chaise métallique. Les relations entre membres du cartel n'étaient jamais simples. On parlait de fraternité, mais la vérité, c'était la méfiance constante. On partageait des repas, on riait ensemble, puis on vérifiait si quelqu'un ne murmurait pas notre nom dans l'ombre. Je me souvenais des conseils de Checo. « Ici, Miguel, tout le monde est ton frère, jusqu'à ce qu'il devienne ton bourreau. » Cette phrase me revenait à chaque fois que je croisais le regard d'un camarade. L'un des rôles que m'avait confié El Doctor était celui d'intermédiaire avec les fonctionnaires corrompus. Je livrais des enveloppes, j'organisais des rendez-vous, je recevais des informations confidentielles. Certains soirs, je me retrouvais dans une chambre d'hôtel avec un procureur qui riait en comptant ses dollars. Le lendemain, ce même procureur apparaissait à la télévision, jurant de lutter contre le crime organisé. Ce théâtre permanent me donnait la nausée, mais il m'apprenait aussi une vérité brutale: la frontière entre criminels et autorités était aussi fine qu'un billet de banque. Dans ce monde clos, les apparences étaient vitales. Porter le bon costume, arriver avec la bonne voiture, saluer avec la bonne intensité, chaque détail comptait. Eduardo répétait souvent: « Le pouvoir, Miguel, n'est pas seulement d'avoir des armes, c'est de convaincre les autres que tu peux les détruire sans même lever la main. » Au fil des ans, j'ai senti l'étau se resserrer autour de moi. J'avais du respect, de l'argent, une équipe à mes ordres. Mais j'avais aussi des ennemis invisibles, des camarades envieux, et cette question permanente dans ma tête: jusqu'où pourrais-je tenir avant de tomber? La guerre ouverte contre nos rivaux avait transformé Tijuana en un champ de bataille permanent. Chaque semaine, des cadavres apparaissaient dans les rues de Sánchez Taboada ou de la Zona Norte, marqués de messages gravés à la lame. Mais Eduardo, lui, ne croyait pas à la guerre éternelle. Il me répétait: « Les fusillades fatiguent Miguel. Ce qui dure, ce sont les alliances. » Et c'est là qu'il dévoila le plan le plus audacieux auquel j'ai jamais participé. Un soir de mars 2000, il me convoqua dans une maison de sécurité perchée sur les collines de Chapultepec. L'endroit ressemblait plus à un centre de conférence qu'à un repère carte accroché au mur, ordinateur, hommes en chemise impeccable. Eduardo m'accueillit avec son éternel calme. « Miguel, je veux te présenter des partenaires. » Autour de la table, plusieurs hommes que je ne connaissais pas, au regard militaire, à l'accent du Golfo. C'est alors que je compris, nous étions en train de négocier avec des dissidents du cartel rival. Le plan était simple en apparence, mais terriblement risqué. Une faction des Cárdenas, frustrée par l'autorité centrale de Matamoros, voulait renverser ses propres chefs. Eduardo leur offrait argent, armes, soutien logistique. En échange, il nous céderait des routes stratégiques vers le nord-est et une partie du territoire de Tamaulipas. « Si tu ne peux pas vaincre ton ennemi, divise-le, » m'expliqua Eduardo en me servant un verre de whisky. Mon rôle fut rapidement défini. Je serais l'intermédiaire, le pont entre Tijuana et Matamoros. Je devais transporter des mallettes pleines de dollars, coordonner la livraison d'armes venues de Colombie, organiser des séances d'entraînement avec nos propres sicarios. Chaque voyage était une roulette russe. Je traversais des zones contrôlées par ceux que nous allions trahir.
je serrai la main d'homme qui aurait pu me tuer s'il devinait de la vérité. Pendant 6 mois, je vécus comme un diplomate du crime. Je passai d'une réunion clandestine dans un ranch poussiéreux à une rencontre luxueuse dans un hôtel discret de Reynosa. Les frères Cardenas, dissidents, me traitaient avec respect, presque comme un associé. J'avais la sensation étrange de participer à une entreprise transnationale où les décisions se prenaient avec autant de stratégie qu'une multinationale. Et le plan fonctionna. En juillet 2000, les dissidents passèrent à l'action. Ils exécutaient en plusieurs figures de la direction du Golfo. Les journaux parlèrent d'une guerre intestinale pour le contrôle du cartel. En réalité, c'était une opération orchestrée par El Doctor depuis Tijuana. Pour la première fois depuis longtemps, je vis Eduardo sourire sincèrement. Tu vois, Miguel, pas besoin de tirer pour gagner du territoire. Il suffit de savoir à qui donner une arme. Mais la victoire fut de courte durée. Car une fois installés au pouvoir, les Cardenas décidèrent qu'ils n'avaient plus besoin de nous. Pire, ils conclurent un marché secret avec les fédéraux. Toutes les informations que nous leur avions fournies sur nos routes, nos maisons de sécurité, nos hommes, ils les livrèrent en échange d'immunité. La trahison fut un coup de poignard en plein cœur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Une nuit, j'étais à Reynosa pour superviser une cargaison quand j'ai reçu un appel paniqué de Checo. « Miguel ne rentre pas. Ils ont tué El Flaco El Gordo et d'autres. Et ils demandent ton nom. » J'ai conduit des heures, la peur me dévorant. Quand j'ai retrouvé Eduardo dans une maison d'Ensenada, son visage n'avait plus la sérénité habituelle. Il paraissait vieux, fatigué. « Les Cardenas nous ont vendus, » dit-il sans détour. En un instant, tout ce que nous avions construit s'effondra. Les alliés d'hier devinrent les bourreaux de demain. Les informations que nous avions partagées devinrent nos propres chaînes. Et moi qui avais transporté ces valises, qui avais négocié ces accords, je me sentais responsable d'avoir ouvert la porte de notre tombe. C'est à ce moment-là que j'ai compris pleinement la leçon d'El Doctor dans ce monde. Les armes tuent les corps, mais les alliances mal choisies tuent les empires. Tout s'est précipité à une vitesse que je n'aurais jamais imaginée. Une semaine après la trahison des Cardenas, les fédéraux lancèrent une opération d'une ampleur inédite. À l'aube, les sirènes retentissaient dans toute la ville. Les journaux parlaient de l'offensive la plus importante contre le cartel de Tijuana. Mais pour nous, ce n'était pas une offensive, c'était une chasse. Et nous étions les proies. Chaque matin apportait son lot de mauvaises nouvelles, une maison de sécurité découverte, une cargaison saisie, un complice arrêté. Mes hommes tombaient les uns après les autres. Ceux qui survivaient se cachaient ou disparaissaient sans prévenir. Dans les couloirs obscurs des safe houses, les conversations se faisaient à voix basse, hachées par la peur. Plus personne n'était sûr de rien. Qui avait parlé? Qui avait vendu nos secrets? Les regards se croisaient, soupçonneux, prêts à dégainer au moindre doute. Un soir de décembre 1998, ma camionnette fut prise pour cible sur la route de Rosarito. 3 balles traversèrent le pare-brise, l'une me frôla la gorge. J'ai survécu par miracle, mais ce fut un avertissement clair. Je n'étais plus seulement un soldat du cartel. J'étais devenu une cible prioritaire. Quand Eduardo me rendit visite à l'hôpital, il posa son verre de whisky sur ma table de chevet et murmura « Tu es trop visible, Miguel. C'est bon signe, et c'est mauvais. Bon, parce que je te fais confiance. Mauvais parce que nos ennemis connaissent ton visage. » Ces mots résonnaient comme une prophétie. À mesure que la pression augmentait, El Doctor changeait. Le stratège calme qui privilégiait l'argent au bal s'était transformé en commandant de guerre. Il engagea des mercenaires colombiens, acheta des armes au Guatemala, fit installer des camps d'entraînement clandestins dans des ranchs d'Ensenada. Les règles anciennes s'effacèrent. « Maintenant, il n'y a plus de civils, Miguel », me dit-il un matin en montrant des photos de familles liées à nos rivaux. « Il n'y a que des ennemis et des alliés.
Ma cellule passa de 8 à 25 hommes. Nos arsenaux ressemblaient à ceux d'une base militaire. Nos missions se succédaient à un rythme infernal, élimination ciblée, embuscades, attentats. Le point culminant fut l'attaque contre l'aéroport d'International. Le 10 septembre 1999, une bombe explosa dans le parking détruisant une douzaine de véhicules et tuant plusieurs personnes. Officiellement, personne n'en revendiqua la responsabilité. Officieusement, c'était notre signature la preuve que nous pouvions frapper n'importe où. Mais chaque coup porté déclenchait une riposte plus violente. Nos ennemis, qu'ils soient du Golfo de Juárez ou des forces fédérales, avaient appris à utiliser nos propres tactiques contre nous. 2 de mes meilleurs hommes furent retrouvés décapités, leurs têtes marquées de messages explicites pour Miguel de la part de tes amis de Juárez. C'était la première fois que mon nom apparaissait ainsi. Je n'étais plus seulement un rouage, j'étais devenu une cible désignée. Eduardo me conseilla de disparaître. Va au Guatemala. On a des maisons là-bas. Attends que ça se calme. Mais je refusais. Comment abandonner ma mère et mon frère? Comment laisser derrière moi cette vie que j'avais construite, aussi toxique fût-elle? Alors j'ai choisi de rester. Mauvais choix. Le 15 octobre 2000, à l'aube, ma cachette fut encerclée par des camionnettes fédérales. Je n'avais que 2 options, me rendre ou mourir en tirant. J'ai tenté une 3e, fuir par l'arrière, mais dans l'allée d'autres agents m'attendaient. Les balles sifflèrent, je tirai à mon tour. 5 minutes de chaos. Quand mes munitions furent épuisées, j'avais 3 blessures superficielles et eux un agent mort. On me plaqua au sol, menottes au poignet, visage contre le béton. Un commandant me souffla à l'oreille. « Miguel Sánchez Rivera, tu es fini. » Dans ce moment figé, j'ai compris que l'empire d'El Doctor s'effondrait, et que moi, je n'étais qu'un pion sacrifié, un soldat brisé, réduit à un numéro de dossier. On me transféra à l'Altiplano, au début de l'année 2001. Le vol dura 23 heures, menotté des pieds aux mains, escorté comme une bête dangereuse. En arrivant, on m'enferma dans une cellule de béton nue, 4 murs gris, une fenêtre donnant sur d'autres murs gris. 22 heures de solitude par jour, 1 heure de promenade, 1 heure de visite surveillée. Le silence me pesait plus que les barreaux. Après 5 ans d'adrénaline, de bruit, de coups de feu, ce vide était insupportable. C'est là que les visages revinrent. Les hommes que j'avais exécutés, les familles détruites, les enfants qui n'avaient plus de père. Chacun d'eux hantait mes nuits. Je revoyais leurs yeux, leurs gestes de supplication. Loin de l'alcool, loin de la poudre, je n'avais plus rien pour étouffer la mémoire. La prison m'avait enchaîné, mais elle avait aussi libéré mes fantômes. Un jeune avocat commis d'office me visita en mars. Il m'expliqua d'une voix claire: « Tu as 2 options, Miguel. Plaider coupable, coopérer et obtenir peut-être 20 ans, ou garder le silence et risquer la perpétuité. » Le mot « coopérer » me glaçait. Dans notre monde, être un soplon, c'était pire que la mort. Pourtant, quand il ajouta « Ton propre patron, El Doctor, a déjà signé un accord avec la DEA », je crus m'effondrer. Eduardo, celui qui répétait que la loyauté était sacrée, celui qui avait fait exécuter tant d'informateurs, avait trahi le premier. Il livrait aux Américains les routes, les tunnels, les noms. Moi qui avais cru être son fils adoptif, je n'étais rien qu'un pion de plus à sacrifier. Alors, à mon tour, j'ai signé. En mai 2001, je suis devenu témoin collaborateur. Pendant 2 ans, j'ai témoigné dans des dizaines de procès. Chaque fois, je devais revivre les crimes, raconter les tortures, désigner des complices. C'était comme rouvrir une plaie jamais cicatrisée. Le procès d'El Doctor fut le sommet de cette descente aux enfers. Quand je suis monté à la barre, j'ai croisé son regard. Lui, l'homme puissant qui me terrorisait par un simple sourire, n'était plus qu'un prisonnier en costume bon marché, menotté, le visage marqué par la fatigue. Le procureur me demanda
Reconnaissez-vous l'accusé? J'ai répondu. Oui, c'est Eduardo Arellano Félix, dit El Doctor, mon supérieur direct. 3 jours de déposition détaillée, exécution, corruption, tunnel, cargaison. Eduardo me fixait avec mépris, mais ne prononça jamais un mot. Il fut condamné à 40 ans de prison. Moi, j'écopais de 18 ans réduits à 12 pour ma coopération. J'ai purgé 10 ans et demi. 3 prisons différentes, 3 enterrements de ma vie passée. Ma mère est morte pendant mon incarcération. J'ai appris la nouvelle par un journal trouvé dans la bibliothèque. Mon frère Raoul a changé de nom, parti aux États-Unis, refusant tout contact. Quand je suis sorti en 2011, j'étais libre mais seul quarantenaire brisé, sans famille, sans avenir. Aujourd'hui, je vis sous un faux nom dans une ville que je tairai. Je travaille dans une usine, je paye mes impôts, j'essaye d'être un homme ordinaire. Mais je sais que je ne le serai jamais. Le sang reste collé aux mains, même lavé 1000 fois. Certaines nuits, je repense à tous les dollars faciles, les voitures luxueuses, le respect forcé. Et je me demande, valait-ce la peine? Je connais la réponse. Rien ne valait la peine. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni la crainte qu'on inspirait. Tout cela n'était qu'une illusion construite sur des cadavres. Si je pouvais revenir en arrière, j'accepterais n'importe quel travail honnête plutôt que de devenir le monstre que j'ai été. Alors pourquoi parler aujourd'hui? Pas pour me glorifier, pas pour justifier, mais pour prévenir, pour que d'autres jeunes de Tijuana ou d'ailleurs comprennent que l'argent facile a un prix plus lourd que la pauvreté, celui de l'âme. Et si je n'ai qu'une vérité à laisser derrière moi, la voici: dans ce monde, les vrais patrons ne se montrent jamais. Ils restent dans l'ombre invisible, tandis que nous, les soldats, nous mourons ou nous pourrissons en prison. Les véritables boss restent toujours invisibles.